Le silence pesant de Redwood Hills, une résidence cossue en périphérie de Santa Mesa, fut brutalement déchiré à l'aube par un cri glaçant. C'était Dorothy Allen qui venait de pousser un hurlement strident en apercevant quelque chose d'inconcevable par la fenêtre de sa cuisine. Ce qu'elle vit la pétrifia. Max, le berger allemand de la famille Peterson, venait de sauter la clôture arrière avec quelque chose entre les crocs. Pas une chose, quelqu'un, un chiot, minuscule, gémissant. « Ils volent leur bébé !» Zrenie hurla-t-elle, saisissant son téléphone pour prévenir le comité de vigilance du quartier. En quelques minutes, Thomas Peterson se retrouva cerné sur sa pelouse par une horde de voisins en peignoir et en chaussons, les traits tirés par l'inquiétude et l'indignation, leurs doigts pointés vers Max, recroquevillé au fond du garage, protégeant ce qu'il venait de ramener. « Ce chien est dangereux !» gronda M. Whitmore, les joues rouges de colère. « D'abord notre fille Casey disparaît, et maintenant ça, ce monstre doit être euthanasié. » Ce que personne ne savait, ce que personne n'avait encore compris, c'est que Max n'était pas le problème. Il en était la réponse. Le vrai danger, celui que les humains ne voyaient pas, portait un visage aimable et un sourire parfaitement maîtrisé. Derrière la porte du garage, 5 minuscules chiots allemands, blottis contre le corps protecteur de Max, respiraient encore grâce à une action que tous, là dehors, prenaient à tort pour du vol. Laissez un like et dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, sans oublier de mentionner la ville d'où vous nous regardez. Et maintenant, reprenons l'histoire. Redwood Hills s'étendait le long du versant nord-est de Santa Mesa, en Arizona, une banlieue où les maisons, presque identiques, coiffées de tuiles ocre, cuisaient sous le soleil impitoyable de l'été. Cette année, les bulletins météo s'affolaient, 12 jours d'affilée à plus de 43 degrés. Les pelouses avaient été bannies depuis longtemps au profit de rocailles et de cactus robustes. C'est dans ce décor aride que vivaient les familles Peterson et Whitmore, séparées par une simple clôture, mais un gouffre en matière de valeur. Thomas Peterson, professeur d'histoire au lycée local, arborait une barbe poivre et sel et un sourire permanent. Lui et sa femme, Caroline, infirmière pédiatrique au centre médical Hopewell, avaient emménagé ici 3 ans plus tôt pour offrir un peu de paix à leur fille unique, Emma, une adolescente de 14 ans aussi douce que volontaire. 2 ans auparavant, après des semaines de supplications, elle avait convaincu ses parents d'adopter Max, un chien au passé lourd. Pas un berger allemand ordinaire. À 6 ans, ses babines blanchissaient déjà et une profonde cicatrice lui balafrait le flanc gauche. Stigmate d'un passé au service de la police. Max avait été le partenaire du regretté officier James Hawthorne, tué lors d'un braquage. Depuis ce jour, Max ne mangeait plus, ne jouait plus. Le refuge les avait prévenus, il ne retrouverait peut-être jamais sa joie de vivre. Mais Emma y croyait. Il a juste besoin qu'on croie en lui, avait-elle soufflé en le serrant dans ses bras le jour de l'adoption. De l'autre côté de la clôture, les Whitmore affichaient un vernis impeccable. Richard Whitmore, promoteur immobilier devenu riche en rachetant des biens en ruine pendant la crise du logement, collectionnait les montres suisses et les deals douteux. Son épouse, Jennifer, gérait un compte Instagram au succès fracassant où elle mettait en scène leur vie authentiquement luxueuse entre smoothies, spiruline et photos de leur brunch au bord de la piscine. Leur fils, Trevor, un joueur de baseball au lycée, brillait par son sourire ravageur et son désintérêt complet pour tout ce qui n'était pas centré sur lui. Leur chienne, une somptueuse femelle berger allemand nommée Bella, avait été achetée sur un coup de tête après que Jennifer ait vu une actrice poser avec un chien similaire. Bella, 2 ans, était parfaite pour les stories, jusqu'à ce que sa grossesse surprise vienne ruiner son allure de star. Entre les 2 familles vivait Eleanor Darby, une veuve de 72 ans, lunettes rondes, chaussures orthopédiques et œil acéré. Ce que ses voisins ignoraient, c'est qu'elle avait formé des chiens militaires pendant 30 ans avant de prendre sa retraite et qu'elle passait encore ses journées à observer de sa véranda les moindres anomalies du quartier. Tout commença un mardi, lorsqu'en plein live Instagram, Bella se mit à gémir près de la piscine. Jennifer, entourée de ses sœurs de sororité spirituelle venues pour un cercle de pleine lune et de mimosa, fit un pas de côté, agacée. « Oh, attendez les filles, je crois que Bella nous prépare une surprise. » Elle repositionna la caméra, les yeux rivés sur le cadrage plus que sur l'animal. « La nature, c'est si beau.
murmura-t-elle, l'air pénétré. Puis, hors caméra, le masque tomba. « Richard !» Elle salit tout le travertin. « Fais quelque chose, c'est un chien, il va s'en sortir, laisse-la !» répondit son mari, regardant distraitement sa montre. « J'ai une visio dans 10 minutes. Appelle le jardinier, je vais pas toucher à ça. » À la tombée du jour, Bella avait mis bas seul 6 chiots minuscules, allongés sur les dalles brûlantes, sans ombre, sans assistance. Épuisé, déshydraté, Max, de l'autre côté de la clôture, avait tout vu. Il avait entendu chaque gémissement, ressenti chaque glapissement. Il s'était mis à tourner en rond, l'oreille dressée, le regard fixé vers les chiots. Thomas, intrigué, était sorti. « Qu'est-ce qu'il t'arrive, vieux ?» En suivant son regard, il aperçut Bella, haletante, entourée de ses petits. « Emma, viens voir !» La jeune fille y accourut. « Oh mon Dieu, des chiots, mais elle a l'air si mal !» Le regard d'Emma se fit grave. « Papa, elle est en train de souffrir. On devrait prévenir les Whitmore. » Thomas fronça les sourcils. « Je vais envoyer un texto à Richard. Ils ne se sont même pas rendus compte qu'elle a accouché. Comment c'est possible ?» murmura Emma, incrédule. 3 maisons plus loin, Eleanor ajustait ses jumelles. Elle observait Bella depuis la veille. Le placement des chiots, éparpillés loin de leur mère, l'allure affaissée de Bella, ses allaitements, tout lui criait détresse canine. Quand elle vit Jennifer passer au-dessus des chiots pour prendre une photo d'un verre glacé, elle serra les lèvres avec mépris. Inconscient, souffla-t-elle en attrapant son téléphone. À la nuit tombée, Bella avait été déplacée dans un coin du jardin, installée à même une vieille piscine pour chatons en plastique, avec un bol d'eau tiède et un peu de croquettes. Loin d'être suffisant. Inexpérimentée, elle ne parvenait pas à maintenir ses chiots groupés. Un allait, un autre rampait ailleurs. Elle peinait à suivre. Son épuisement empirait. Max, lui, ne ferma pas l'œil. Il refusa son dîner, refusa d'entrer. Resté collé à la clôture, il ne cessait d'observer. Quand il commença à creuser, Thomas dut l'arrêter fermement. « Pas ça, mon vieux !» Mais Max n'avait pas abandonné. À 2 heures du matin, toute la maison Peterson dormait profondément. Tous, sauf Max. Depuis le coin du salon, ses oreilles captaient le moindre bruit. Il entendait les couinements de plus en plus faibles, étouffés, douloureux, venant de l'autre côté de la clôture. Bella, terrassée par la fatigue et la chaleur, s'était effondrée, incapable de réagir aux cris de ses petits. L'un d'eux avait déjà cessé de bouger. Les autres, éparpillés comme des feuilles de morte, frissonnaient dans la nuit pourtant tiède aux yeux des humains, mais glaciale pour des nouveau-nés. Max se leva, lentement, silencieusement. Il approche de la porte vitrée, puis du grillage. Une des planches en bois, légèrement descellée, offrait un passage qu'il connaissait bien. Thomas lui avait promis de la réparer. Il ne l'avait pas fait. Ce soir, Max s'en servit. Il se faufila hors du jardin comme une ombre, traversant l'herbe brûlée jusqu'à la vieille piscine en plastique. Bella leva faiblement la tête. Elle reconnut immédiatement l'odeur. Maximum. Il s'était observé souvent. Un grondement? Non. Une supplique. Un appel au secours. Max répondit en silence. D'une extrême délicatesse, il attrapa le chiot le plus faible, celui qui rampait loin des autres, et le prit dans sa gueule comme il l'avait autrefois fait avec les survivants d'un effondrement à Tucson. Il retourna au garage des Peterson, y déposa le chiot sur un vieux coussin, puis repartit. Jusqu'au lever du soleil, Max répéta son manège, 4 allers-retours, 4 chiots récupérés à bout de souffle mais encore en vie. Le 5e, le plus robuste, restait blotti contre Bella. Max le laissa là. À l'aube, alors qu'il franchissait une dernière fois la clôture, Dorothy Allen l'aperçut depuis sa fenêtre. Elle hurla. « Ce chien vole des chiots, il faut appeler la police !» En quelques minutes, la panique gagna le quartier. Une foule se forma sur la pelouse des Peterson. Monsieur Whitmore était déjà là, l'air triomphant, la colère prête à jaillir. « Ce chien a volé 5 de nos chiots, vous réalisez leur valeur, ce sont des bergers allemands de race pure. » Thomas, en short et t-shirt, tenta de contenir la situation. Max ne leur ferait jamais de mal. Il y a forcément une explication. Oui, répliqua Richard Whitmore, le doigt pointé vers lui. L'explication, c'est que votre cabot instable est un danger pour le quartier. Il faut l'euthanasier avant qu'il n'attaque un enfant. Caroline Peterson, en uniforme d'infirmière, venait juste de rentrer de son service de nuit. Elle intervint, posant son sac sur le sol. Max est doux. Il n'a jamais montré d'agressivité envers aucun animal, jamais. Parlez-en à Bella, s'écria Jennifer, téléphone à la main, déjà en mode direct live sur son compte. Elle est en état de choc privée de ses petits. Regardez-la. Emma, restée à l'écart, finit par s'avancer. Sa voix tremblait, mais elle était ferme.
Ce n'est pas vrai. Bella n'en pouvait plus hier. Elle était seule, en plein soleil, les chiots éparpillés. Elle ne s'en occupait pas. « Emma !» gronda Thomas, tentant de calmer le jeu. Mais il était trop tard. Les mots étaient sortis. Monsieur Whitmore pâlit. « Vous nous accusez de négligence, mademoiselle? Vous savez ce que ça implique? Où sont les chiots ?» demanda alors l'agent Delgado, arrivé sur les lieux après l'appel d'urgence. L'homme, vétéran du commissariat de Santa Mesa, gardait un ton neutre, bien qu'il observât la scène avec attention. « Dans notre garage ?» répondit Caroline. « Mais vous devriez venir voir par vous-même. Ils ne vont pas bien. » Alors que le groupe se dirigeait vers le garage, nul ne vit Eleanor Darby, debout sur son perron, son vieux téléphone à clapet en train de filmer discrètement. Une fois la porte levée, le silence tomba. Max était allongé, recroquevillé autour des 5 chiots, créant un cocon de chaleur et de sécurité. Il leva la tête, sans fuir, sans aboyer. Ses yeux intelligents imploraient qu'on comprenne. L'agent Delgado s'accroupit, observa les chiots. « Ils sont mal en point, il faut les emmener chez un vétérinaire immédiatement. » Ils allaient aller très bien avant que ce chien ne les vole, insista Jennifer, reculant prudemment. « C'est pourtant pas ce que je vois, » répliqua calmement l'agent. « Ils sont déshydratés, en hypothermie. Ce n'était pas arrivé depuis ce matin. » Comme pour appuyer ses paroles, Max se leva doucement, attrapa l'un des chiots dans sa gueule et le déposa aux pieds de Caroline, puis la regarda, les yeux brillants. « Il les amène pour qu'on les aide, » murmura Emma, les larmes aux yeux. Un silence pesant s'installa. Même ceux qui avaient pointé Max du doigt échangeaient maintenant des regards troublés. « Je veux ces chiots rendus immédiatement », lança Monsieur Whitmore, moins sûr de lui. « Et qu'ils soient examinés, tous. Les soins d'abord », trancha l'agent Delgado. Le bien-être animal prime sur les différends de voisinage. Max, sentant le retournement, recula dans un coin du garage, l'air accablé. C'est alors que Thomas remarqua un objet dans la main de sa fille. « Emma, qu'est-ce que tu tiens ?» Elle ouvrit sa paume, un vieux badge en cuir. « Je l'ai trouvé accroché au collier de Max ce matin. » Thomas le prit, lut l'inscription « K9 Unit, officier James Hawthorne. »« James Hawthorne » murmura Caroline. « Ce nom me dit quelque chose, parce que tout policier de Santa Mesa le connaît. » Lança une voix à l'entrée du garage. C'était Eleanor, sa silhouette frêle se découpait dans la lumière. Elle s'avança. Officier Hawthorne et Max étaient les meilleurs de leur unité. Ils ont sauvé 17 personnes lors de l'explosion de Chandler Creek, il y a 5 ans. Le silence retomba. « Comment savez-vous cela ?» demanda l'agent Delgado. « Parce que c'est moi qui les ai formés », répondit-elle simplement. « Avant de prendre ma retraite, j'ai passé 30 ans à entraîner des chiens pour la police et l'armée. Max n'est pas un simple chien. Il a été entraîné à détecter, à secourir, à sauver. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas un vol. C'est une mission de sauvetage. » Les mots d'Eleanor restèrent suspendus dans l'air comme une gifle silencieuse. Monsieur Whitmore ouvrit la bouche, mais aucun argument ne franchit ses lèvres. Son assurance, si vive quelques instants plus tôt, semblait s'effondrer face à cette femme aux cheveux d'argent et à la voix droite. Il tenta malgré tout de répliquer d'un ton plus faible « C'est commode, trop commode même ». Mais le doute avait gagné le public improvisé rassemblé sur la pelouse. Eleanor s'approcha lentement de Max, s'agenouilla malgré l'arthrite qui lui raidissait les genoux et posa une main ridée sur son flanc balafré. Immédiatement, Max se redressa tête haute, dos droit, posture militaire. « Ce chien, déclara-t-elle en le caressant, a tout perdu lorsque James Hawthorne a été tué. Son maître, son foyer, son but. Mais ses instincts n'ont jamais disparu. Ils sont gravés en lui. Hier soir, je l'ai vu, de mes propres yeux. Bella se battait pour garder ses petits en vie. J'ai vu Jennifer l'ignorer, occupée à prendre des photos. J'ai vu Richard ignorer les appels de sa femme. Et j'ai vu Max, seul, comprendre que les chiots étaient en danger. Il a fait ce qu'il savait faire. Il les a sauvés. » Un grognement monta de la gorge de Richard. « Vous nous espionnez, vieille femme ? C'est illégal. J'observe, » corrigea Eleanor, imperturbable. « Et je prends des notes, comme je le fais depuis 30 ans. J'ai même un carnet pour ça. » Elle tapota sa poche. L'agent Delgado hocha lentement la tête, son regard glissant de Max au chiot, puis vers Jennifer et Richard. « Je pense qu'il est temps d'aller voir Bella et de vérifier dans quelles conditions le dernier chiot a été laissé. » Le groupe se remit en mouvement, traversant la ruelle vers la maison des Whitmore. Dans leur cour arrière, la scène était bien pire que ce que tout le monde imaginait. Bella gisait dans la vieille piscine en plastique, le poil terne, collé à sa peau. Elle haletait faiblement, incapable de se redresser. Le dernier chiot, minuscule, peinait à respirer, collé à elle. Le bol d'eau était vide, renversé et séché par le soleil du matin. « Seigneur !»
souffla l'agent Delgado, tombant à genoux près des animaux. Elle est en urgence vitale. Jennifer recula d'un pas, la main devant la bouche. On ne savait pas? Bella allait bien hier? Bien? Caroline laissa tomber toute diplomatie. Cette chienne est gravement déshydratée. Elle fait probablement un coup de chaleur. Sa production de lait a très certainement cessé. Et ce chiot? Ses gencives sont pâles, sa respiration est irrégulière, il est en danger de mort. Les voisins, jusque-là discrets, commencèrent à murmurer. Dorothy Allen, toujours bouleversée par la scène du matin, regardait tour à tour Bella et Jennifer visiblement troublées. « Je ne comprends pas. Jennifer aime tellement ses chiens. Elle poste des photos d'eux tout le temps. Bella est toujours si belle sur Instagram. » « Les apparences peuvent te mentir, Dorothy, » répondit Eleanor d'un ton calme mais ferme. « Ce chien n'est pas un accessoire. Ce n'est pas une plante d'intérieur. C'est un être vivant. Et elle est laissée ici, dans cette chaleur. Tous les jours. Je l'ai vue. » Elle se releva, l'air grave. « Je viens de voir Bella aussi. Elle est stable, mais sa récupération sera longue. Mastite sévère. Dénutrition. Elle n'aura probablement plus jamais assez de lait pour allaiter. Il faudra continuer à biberonner les petits. » Caroline croisa les bras, déterminée. « On ira jusqu'au bout. Légalement, précisa la vétérinaire, les chiots appartiennent encore aux Whitmore. Mais vu les circonstances, ils resteront en famille d'accueil chez vous jusqu'à la fin de l'enquête. Et d'après ce que m'a dit l'agent Delgado, l'enquête est sérieuse. » Les jours suivants furent une épreuve d'endurance pour la famille Peterson. Et pourtant, jamais ils ne se plaignirent. Chaque cri de chiot, chaque gémissement à l'aube était accueilli avec douceur. Emma semblait avoir grandi en l'espace d'une semaine. Ses gestes étaient assurés, ses réflexes affûtés. Et son lien avec Max s'était transformé en une complicité silencieuse qui n'échappait à personne. « Tu sais, j'ai toujours cru que tu serais un bon professeur », lui glissait-elle en nettoyant les petites pattes d'un chiot. Max, fidèle à lui-même, restait impassible. Mais son regard brillait d'une tendresse discrète. Pendant ce temps, l'enquête prenait de l'ampleur. L'agent Delgado avait obtenu un mandat pour saisir les appareils électroniques de Richard Whitmore. Les échanges de messages confirmèrent les soupçons d'Eleanor, des ventes planifiées, des rendez-vous cryptés, des contacts fréquents avec un certain Marcus R., un revendeur de chiens exotiques déjà connu des services de police. Jennifer, quant à elle, avait effacé la moitié de ses comptes sur les réseaux sociaux en moins de 24 heures. Mais cela n'avait fait qu'alimenter la suspicion. Son dernier post visible, une photo de Bella maquillée et déguisée pour Halloween, avait déclenché une pluie de commentaires indignés depuis que la vérité sur la chienne avait été dévoilée. La nouvelle fit vite le tour du comté. Les médias locaux, friands de ce genre de récit entre scandale et rédemption, s'emparèrent de l'histoire. Une équipe de la chaîne Channel 7 News débarqua un matin dans la rue, caméra à l'épaule, micro en main. Ils voulaient en voir le héros à 4 pattes qui avait sauvé des chiots dans la fournaise. Thomas refusa d'abord, mais c'est Emma qui convainquit ses parents. Si on veut que Max soit enfin reconnu pour ce qu'il est, il faut que les gens le voient, qu'ils comprennent. Devant les caméras, elle s'exprima avec simplicité. Max n'a pas eu besoin qu'on lui dise quoi faire. Il a juste agi. Il savait que ses bébés avaient de besoin d'aide. Il ne cherchait pas la gloire. Il voulait juste les protéger, comme il a protégé son ancien maître. Comme il me protège, moi. Le reportage diffusé le soir même fit un effet boule de neige. Des messages de soutien affluèrent de tout l'État. D'anciens militaires reconnurent Igamax et contactèrent les Peterson. Une lettre manuscrite arriva même d'une base militaire en Californie. Ce chien a servi dans la brigade K9 de Fort Wallace. Il s'appelait autrefois Valiant. Il a été décoré 2 fois pour bravoure en mission. C'est un honneur de savoir qu'il continue d'agir avec autant de dignité. Mais ce fut surtout la visite d'un vieil homme en uniforme qui bouleversa Caroline. Un matin, alors qu'elle nourrissait les chiots, un pick-up s'arrêta devant la maison. Un homme descendit lentement appuyé sur une canne. Il portait la veste d'un sergent-chef et dans ses mains, une boîte en bois. « Je suis le sergent Harold Mendes », dit-il en se présentant à la porte. « J'étais le dernier maître chien de Valiant. Je viens lui rendre ce qui lui appartient. » La boîte contenait la médaille de la bravoure, une plaque militaire et une vieille photo laminée. On y voyait un chien jeune, fier, à côté d'un soldat souriant en treillis. Max, ou plutôt, Valiant. Il a sauvé ma vie 2 fois. Je pensais qu'il était mort. Il m'avait dit qu'il avait été transféré dans un refuge après sa blessure. Mais je n'ai jamais su où. Et maintenant, je le retrouve ici. Max s'approcha lentement, reniflant l'air autour de Harold. Puis il s'arrêta, la tête penchée. Le sergent s'agenouilla, les larmes aux yeux. « Tu te souviens de moi, vieux frère ? Tu es encore debout ?»
Bien sûr que tu l'es. Il lui tendit la médaille. Max posa doucement sa patte sur la main du vieil homme. Dans ce simple geste, tout était dit. Ce jour-là, Harold resta longuement dans le jardin des Peterson. Il parle de l'Afghanistan, des missions sous le feu, des nuits sans sommeil, du jour où Valiant avait repéré un engin explosif juste avant que leur convoi n'explose. Il n'a jamais reculé, même blessé. Il est allé jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il recommence. Avec ses chiots, ce chien n'a jamais cessé de servir. L'affaire judiciaire, quant à elle, suivait son cours. Richard Whitmore fut formellement inculpé pour tentative de vente illégale d'animaux sans permis, négligence aggravée sur animal domestique et falsification de documents vétérinaires. Jennifer, bien qu'épargnée des charges pénales majeures, se retrouva au centre d'une tempête médiatique. Tous ses sponsors, influenceurs et partenariats coupèrent les ponts. Elle devint l'exemple même de la façade parfaite qui cache des pratiques honteuses. Les internautes ne manquèrent de pas d'ironie. La reine des chiots, comme elle se faisait appeler en ligne, n'avait même pas pensé à leur donner de l'eau. Le juge chargé du dossier, un certain monsieur Goodwin, se montra particulièrement sensible au comportement de Max. Lors de l'audience préliminaire, il déclara « Il est rare que l'héroïsme d'un chien mette autant de choses au jour. Une négligence systémique, une exploitation commerciale déguisée et un profond mépris pour la vie animale. » Mais ici, un ancien chien de combat a sauvé non seulement des chiots, mais aussi notre conscience collective. Au terme de cette audience, une décision provisoire fut rendue. Les chiots resteraient sous la garde de la famille Peterson en tant que famille d'accueil autorisée, et Max serait officiellement reconnu comme chien de protection civile en retraite. Mais pour Emma, cette reconnaissance n'était qu'un détail. Chaque nuit, elle dormait sur un matelas dans le garage à côté des petits. Max, couché contre elle, les protégeait tous les deux. « Tu es leur rempart, Max », murmurait-elle avant de s'endormir. « Et le mien aussi. » Les semaines passèrent, rythmées par les tétés, les soins vétérinaires et les visites de contrôle. Petit à petit, les chiots grandirent. Leurs pattes se raffermissaient, leurs aboiements devenaient plus assurés et leurs regards s'éclairaient de curiosité. Emma leur avait donné des noms à chacun. Scout, Daisy, Bruno, River, Penny et Chance. Max les reconnaissait sans même qu'on ait besoin de les nommer. Il connaissait leurs odeurs, leurs rythmes, leurs forces et leurs faiblesses. Quand Daisy avait du mal à marcher, il l'encourageait doucement en posant sa truffe sous son ventre. Quand Chance s'éloignait trop du groupe, il le ramenait avec une patience inflexible. Max n'était plus un simple chien. Il était devenu une légende de quartier. Chaque matin, des enfants passaient par la clôture des Peterson pour dire bonjour aux chiots et saluer leurs protecteurs. La boulangerie locale déposa même un petit panier de viennoiseries avec une pancarte pour les gardiens de la prochaine génération. Et même le maire de Cotton Ridge, Madame Nancy Griffith, se déplaça pour remettre à la famille une médaille symbolique lors d'un petit événement organisé dans le jardin. Max, vous êtes un exemple de courage, de loyauté et de rédemption. Vous rappelez à cette ville que la grandeur ne porte pas toujours un uniforme. Parfois, elle a des pattes. Mais alors que la lumière semblait enfin revenir dans leur quotidien, un courrier officiel frappa les Peterson comme un coup de tonnerre. C'était une assignation. Le cabinet d'avocats représentant Richard Whitmore réclamait la restitution immédiate des chiots. « La procédure pénale est en cours », disait le document, « mais la possession légale des animaux demeure disputée. » Caroline relut 3 fois la lettre. « Ils veulent-ils vraiment récupérer les chiots, après tout ce qu'ils ont fait ?» Thomas serra les mâchoires. Ce n'est pas les chiots qu'ils veulent, c'est leur image, leur pouvoir. Ils veulent effacer l'humiliation, les remettre en ligne, prétendre que tout ça n'a jamais existé. Mais cette fois-ci, la famille Ali n'était plus seule. Le vétérinaire en chef de la clinique, la docteure Anand, écrivit une déclaration officielle détaillant l'état initial des chiots et de Bella et la contribution directe de Max à leur survie. L'agent Delgado appuya aussi leur dossier avec les preuves récoltées, les messages compromettants, les cages non utilisées, les photos de la cour arrière sans eau ni ombre. Et Eleanor Darby, inflexible comme toujours, envoya non seulement son carnet de notes, mais aussi une vidéo prise par sa caméra de sécurité. Bella, seule dans la chaleur, haletant à côté d'un bol vide, pendant que Jennifer posait dans son jardin pour des selfies. Déjà, l'agent Delgado parlait dans sa radio, demandant l'arrivée en urgence d'une équipe vétérinaire mobile. Il se tourna vers Richard. « Monsieur Whitmore, quand est-ce que Bella a reçu de l'eau pour la dernière fois ?» Richard tira nerveusement sur son col, des perles de sueur ruisselant sur son front. Je ne sais pas, Jennifer s'en occupe. Hier après-midi,
s'écria-t-elle. « Je lui ai mis une double ration de croquettes. Elle est en train d'allaiter, je le sais très bien. » « Ce n'est pas ce que j'ai vu, » intervint Eleanor calmement. « Vous avez pris des photos pendant une demi-heure. Puis votre téléphone a sonné et vous êtes rentré. Vous n'êtes jamais revenu. » Jennifer pâlit. « Vous me surveillez ? C'est du harcèlement ? C'est du voisinage responsable ?» répliqua Eleanor. « J'ai un œil sur tout le quartier. Toujours eu un carnet, je l'ai encore. » Elle tapota de nouveau sa poche. Thomas, qui examinait le fond du jardin, appela soudain. « Agent, vous devriez venir voir. » L'agent Delgado s'approcha de lui, contourna le cabanon et découvrit 6 cages en métal, flambant neuves, encore emballées, alignées contre la remise. « 6 caisses, nota Thomas, une pour chaque chiot. » Richard s'avança trop vite. « C'est pour les transporter chez le vétérinaire, je suis un éleveur responsable. »« Et quand exactement comptiez-vous le faire, monsieur Whitmore ?» demanda l'agent Delgado, son regard de plus en plus perçant. « Ces chiots ont à peine 24 heures, et je ne vois aucune installation adaptée ici. Aucune couverture, aucun coussin, aucun système de refroidissement. Rien. » Pendant que les adultes débattaient, Emma était discrètement retournée chez elle. Quelques minutes plus tard, elle revint avec un petit frigo de secours. Elle s'agenouilla doucement auprès de Bella, sortit une seringue sans aiguille, la remplit d'eau fraîche et l'approcha des babines de la chienne. « Doucement, ma belle, » murmura-t-elle, « petite gorgée. » Bella, les yeux troubles, reconnut son odeur et accepta la seringue, lappe après lappe. Puis, elle lécha faiblement la main de la jeune fille. « Elle a de la fièvre ?» dit Emma, la voix tremblante. « Il faut la refroidir. »« Déjà en route ?» répondit Caroline, reprenant le contrôle. « J'ai besoin de serviettes mouillées, d'un ventilateur portable, d'eau à température ambiante, pas glacée. Il faut faire baisser sa température petit à petit. » En quelques minutes, la cour des Peterson s'était transformée en clinique vétérinaire de fortune. Les voisins, d'abord venus accuser Max, couraient désormais apporter des serviettes, de l'eau, des ventilateurs. Madame Wilson, venue de l'autre rue, apporta même un parasol de terrasse pour faire de l'ombre à Bella. Mike Johnson, ancien ambulancier à la retraite, aida Caroline à vérifier les signes vitaux. Même Dorothy Allen, encore bouleversée, remplissait un arrosoir pour rafraîchir la chienne avec douceur. Pendant tout ce temps, Richard et Jennifer restaient en retrait, le premier regardant sa montre sans cesse, la seconde, on est bien, son téléphone à la main mais éteint. Sa comédie de réseaux sociaux avait pris fin. « Le véhicule vétérinaire est en route », annonça l'agent Delgado, revenant de sa voiture. « Ils vont emmener Bella et le chiot à la clinique d'urgence de Cotton Ridge. »« Et nos chiots ?» coupa Richard, désignant le garage des Peterson. « Ils doivent nous être rendus immédiatement. » L'agent durcit son regard. « Ces chiots sont désormais au cœur d'une potentielle enquête pour négligence animale, monsieur Whitmore. Ils resteront en lieu sûr jusqu'à nouvel ordre. Et ce lieu, pour le moment, c'est ici. »« Vous vous moquez de moi ?» zrégnait Richard, les yeux hors de leurs orbites. « Ces chiots sont des bergers allemands de pure lignée. Chacun vaut plusieurs milliers de dollars. Vous ne pouvez pas juste... » « En fait, si, » coupa sèchement l'agent Delgado. L'article 320 et 1,9 du Code animalier de l'État est clair. En cas de négligence grave présumée, les autorités peuvent maintenir les animaux concernés en protection, le temps de l'enquête. Il pointa vers le garage. Et pour l'instant, la seule chose dont je suis sûr, c'est que ces chiots sont vivants grâce à Max, pas grâce à vous. À cet instant, Max apparut justement, traversant l'ouverture dans la clôture, ses yeux toujours rivés sur Bella. Il s'arrêta, scrutant les humains qui l'entouraient, puis se détourna vers la chienne allongée sous un drap humide. Luna leva faiblement la tête. Ses oreilles bougèrent à peine, mais sa queue remua, un mouvement fragile, mais significatif. « Elle le reconnaît ?» murmura Eleanor, les yeux brillants. « Elle sait qui lui a sauvé les chiots. » Le véhicule d'urgence arriva enfin, 2 vétérinaires en descendirent en toute hâte. En un coup d'œil, ils comprirent la gravité de la situation. Caroline échangea quelques mots à voix basse avec eux, leur signalant les premiers soins déjà effectués. « Elle a de la température, probablement un début de mastite, et ce chiot-là est en détresse respiratoire », précisa-t-elle. « On va faire le maximum », assura la vétérinaire principale, en mitouflant Bella dans une couverture fraîche avant de la placer doucement sur un brancard. Le chiot fut mis dans un petit incubateur portatif. Emma, les larmes aux yeux, courut aux côtés de la civière. « On peut venir avec elle ? Elle a besoin de Max, et nous, on peut s'occuper des petits. » La vétérinaire hésita, puis secoua doucement la tête. « Pas tout de suite. Bella est trop faible pour être exposée à quoi que ce soit. Si elle survit à la nuit, on envisagera une réunion. Mais pour l'instant, ils sont plus en sécurité ici, avec vous. Il va falloir les biberonner. »« Je sais faire », répondit Emma sans hésiter. « Je l'ai fait au refuge. » Caroline hocha la tête.
On prendra le relais à tour de rôle. Mon mari est enseignant, il est en vacances, et moi je gère les nuits. Ce sont de lourdes responsabilités, avertit doucement la vétérinaire. Ces chiots vont avoir besoin de soins constants toutes les 2 heures. On sait, dit Thomas, on fera ce qu'il faut. Mais Richard n'avait pas dit son dernier mot. Attendez une minute, ce ne sont pas leurs chiots, ce sont les nôtres. On va engager une assistante vétérinaire privée. Ils doivent de nous être rendus. L'agent Delgado se plaça alors entre Richard et le garage. Monsieur Whitmore, je vous l'ai dit, pour l'instant, ils sont sous protection. Et ce sera à la justice de décider de leur avenir. À quelques mètres de là, Eleanor, toujours discrète, s'approcha de l'agent. Elle parlait à voix basse, mais son ton était ferme. Vous devriez consulter les relevés téléphoniques de Richard Whitmore. Plus précisément, ses SMS de la semaine dernière. J'ai entendu quelque chose. Je vous écoute, répondit Delgado. Avant-hier, je passais près de sa voiture. La vitre était baissée, le moteur tournait, clim allumé. J'ai entendu très clairement. Il disait « 6 bergers allemands, pure race, prêts à être récupérés. 5000 cash, pas de papier, pas de questions. » Il ne parlait pas à un vétérinaire agent. Il parlait à un acheteur. L'agent se figea, nota immédiatement ses propos dans son carnet. « Je vais avoir besoin d'une déposition officielle, Madame Darby. » « Vous l'aurez, confirma-t-elle, et mon carnet aussi, 3 mois d'observation sur Bella, ses allées et venues, ses signes de détresse, mais j'ai tout noté. » Pendant ce temps, dans le garage des Peterson, la petite famille improvisée se préparait à affronter les premiers jours d'un véritable marathon. Emma avait organisé un coin spécialement aménagé avec des coussins, une lampe chauffante et une station de biberonnage. Thomas était allé chercher un chauffage d'appoint dans le grenier et Caroline préparait du lait maternisé pour chiots avec des seringues et des biberons achetés lors de leur première adoption. Toutes les 2 heures, dit-elle, jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour tenir un peu plus longtemps. On va faire un planning, proposa Thomas. Je prends les matinées, toi les nuits. Emma peut gérer les milieux de journée avec moi. Max, lui, n'avait pas quitté les chiots. Allongés en cercle autour d'eux, il veillait. Il léchait délicatement leur museau après les repas. Les regroupait avec sa patte lorsqu'il s'écartait trop. Quand Emma approcha avec le premier biberon, Max tourna la tête vers elle puis la regarda faire avec l'air satisfait d'un enseignant observant une élève prometteuse. « Tu es incroyable, Max !» souffla-t-elle en caressant sa joue. « Tu savais exactement quoi faire. Tu as toujours su. » Pendant les 3 jours suivants, la maison Peterson tourna au rythme du biberonnage. Les réveils en pleine nuit, les changements de couverture, les bains rapides dans une bassine d'eau tiède pour stimuler les petits. Max, infatigable, restait leur pilier. Il savait quand l'un avait trop chaud, quand un autre ne tétait pas assez, quand un troisième se retournait mal. Il les aidait à uriner, les léchait pour les rassurer, et dormait toujours d'un œil. Quand la docteure Anand, vétérinaire de la clinique d'urgence, vint pour une visite à domicile, elle resta sans voix. « C'est incroyable », murmura-t-elle, agenouillée près de Max. Il agit comme une mère de substitution. Il a tout compris. Il les aligne. Il les regroupe. Il les stimule. Il veille sur eux avec une telle vigilance. « C'est courant chez les chiens mâles ?» demanda Thomas. « Pas du tout, répondit-elle. La majorité des mâles, même les pères biologiques, ne se comportent pas ainsi. Max est une exception remarquable. » La communauté, elle aussi, se mobilisa. Une pétition fut lancée. Les chiots doivent rester avec Max. En une semaine, elle récolta plus de 60 000 signatures. Les vétérans de tout le pays envoyèrent des vidéos de soutien. Même des célébrités animales, comme un ancien chien de cinéma nommé Rocket, tweetèrent en faveur de Max. Le nom de Valiant refit surface, accompagné d'anciens reportages militaires. Les gens découvraient qu'il avait servi dans les zones les plus dangereuses d'Irak et d'Afghanistan. Blessé lors d'une explosion, il avait été retiré du service actif, puis placé dans un refuge où, selon les documents, il aurait dû être adopté par un vétéran. Mais quelque chose s'était perdu dans la paperasse, et il avait disparu. Emma, elle, ne voulait pas qu'il redevienne un symbole. « Il a assez donné », dit-elle à un journaliste. « Il ne veut pas être célèbre, il veut juste veiller sur ses bébés. Et je suis l'une d'eux maintenant. » Max, assis à côté d'elle, semblait comprendre chaque mot. Lors de l'audience devant le tribunal civil, les Whitmore étaient représentés par un avocat à l'allure glaciale. Il plaida que les chiots avaient une valeur marchande élevée, que leur client était un éleveur agréé et que le malentendu initial avait été amplifié de manière disproportionnée par les médias et des voisins aux motivations discutables. Mais la juge, Madame Rosalind Beach, ne semblait pas impressionnée. « Monsieur Whitmore, déclara-t-elle en lisant les rapports,
Il ne s'agit pas ici d'un désaccord de voisinage. Il s'agit d'un chien militaire retraité qui a détecté un danger avant tout le monde, d'une chienne gravement négligée, de chiots sauvés de justesse et de documents prouvant que vous aviez l'intention de les vendre sans certificat de santé. Vos droits légaux sont une chose, mais ma décision se basera sur leur intérêt supérieur. Et pour cela, je vais écouter quelqu'un qui les connaît mieux que quiconque. Elle tourna la tête vers Emma. « Mademoiselle Peterson, pouvez-vous vous approcher ?» Emma se leva, Max à ses côtés. Elle tremblait, mais sa voix était claire. « Je ne suis qu'une enfant, mais je sais ce que c'est que d'aimer un animal au point de tout changer. Max m'a appris la patience, le courage, le respect. Ces chiots ne sont pas une marchandise, ce sont des vies. Et lui, là c'est leur papa. Peut-être pas biologiquement, mais dans leur cœur, et dans le mien aussi. » Max s'assit, le regard fixé sur la juge. Pendant un instant, il n'y eut que le silence. Puis doucement, Madame Beach déclara « Je rends une ordonnance provisoire de garde au bénéfice de la famille Peterson. Une adoption définitive sera étudiée à l'issue de la procédure pénale. » Le souffle de soulagement qui parcourut la salle d'audience fut palpable. Jennifer fondit en larmes, non pas de tristesse mais de rage. Richard se leva, en claquant la chaise contre le mur, et fut immédiatement escorté à l'extérieur. Emma, elle, se contenta de se pencher vers Max et de murmurer « On les garde, tu les gardes, pour toujours. » Max ferma les yeux, son travail n'était pas terminé, mais pour la première fois depuis longtemps, il était enfin chez lui. L'été touchait à sa fin, mais dans la maison des Peterson, la vie semblait avoir trouvé son équilibre. Les chiots couraient désormais partout dans le jardin, entre les massifs de fleurs et les jouets improvisés. Scoot, le plus intrépide, s'amusait à sauter dans une bassine d'eau tiède. Penny courait après les feuilles mortes, tandis que Bruno tentait sans succès d'imiter Max en aboyant vers le facteur. Max, fidèle à son rôle, gardait un œil sur chacun d'eux. Il ne jouait pas comme eux, pas vraiment. Mais il participait à sa manière, en corrigeant un comportement, en ramenant un chiot trop curieux ou en s'interposant entre eux et la clôture. La famille avait réorganisé toute la maison pour s'adapter à leur nouvelle vie. Le salon était devenu une zone de jeu à chiots, le garage un centre de soins canins et la chambre d'Emma un sanctuaire paisible, où Max dormait désormais chaque nuit, le museau posé sur son lit. Emma, de son côté, notait tous les progrès des petits dans un carnet. Daisy a aboyé pour la première fois aujourd'hui. River a appris à répondre à son nom. Chance s'est endormie contre Max. Chaque note était accompagnée d'un sourire, d'une caresse, d'un regard vers celui qu'elle considérait désormais comme son meilleur ami. Un après-midi, alors qu'elle lisait sur le porche, Emma vit une silhouette familière se dessiner au bout de l'allée. Le sergent Harold Mendez à nouveau, mais cette fois avec une boîte bien plus grande entre les mains. « Je suis passé par ma vieille unité à Fort Wallace », expliqua-t-il à Thomas et Caroline. « Ils m'ont remis ça, c'est tout ce qu'ils avaient encore sur Valiant. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une série de carnets de mission, un harnais militaire usé, un médaillon d'identification et un petit drapeau américain plié. Il mérite qu'on se souvienne de lui pour ce qu'il a été. Pas seulement un héros d'aujourd'hui, mais un vétéran de guerre. Et je crois qu'il mérite aussi de tourner la page, d'avoir une vraie retraite, une vraie famille. Caroline prit doucement les objets entre ses mains. Elle ne pouvait cacher son émotion. On n'aurait jamais imaginé vivre tout ça, mais je crois qu'il est là où il doit être. Harold sourit. C'est ce que je pense aussi. Et je crois que cette nouvelle génération de chiots, là-bas, ils auront tout ce dont ils ont besoin avec vous. Le soir même, la famille organisa une petite cérémonie, simple et intime. Dans le jardin, sous les guirlandes suspendues, ils dressèrent une table sur laquelle reposait le harnais de Max, son médaillon et la médaille remise par le maire. Les voisins étaient revenus, apportant des cookies, des friandises pour chiens et même des croquettes artisanales faites maison. Une banderole flottait doucement dans le vent. « Merci Max, pour tout. » Emma lut quelques mots, la voix tremblante. « Tu as été un soldat, un héros, un protecteur. Mais pour moi, tu es mon Max. Celui qui m'a appris que le courage, ce n'est pas juste courir vers le danger. C'est aussi rester quand tout le monde abandonne. C'est nourrir des chiots affamés, c'est poser sa tête sur mes genoux quand je pleure. Tu as été tout ça? Et bien plus encore, Max s'assit au centre du cercle. Les chiots vinrent se blottir contre lui, comme s'ils comprenaient que ce moment lui appartenait. Un silence respectueux envahit le jardin, brisé seulement par le son doux d'un carillon suspendu à un arbre. Puis doucement, Harold s'approcha et accrocha à son collier un nouveau médaillon gravé « Max, protecteur, vétéran, ami pour la vie ». Mais la tranquillité fut de courte durée. Une semaine plus tard,
une camionnette suspecte fut repérée rôdant autour du quartier. Le même véhicule fut vu 2 soirs d'affilée, tournant lentement autour du pâté de maison, puis s'arrêtant à proximité du portail des Peterson. Le voisin d'en face, un ancien agent de sécurité, nota la plaque. Et quand la police interrogea Richard Whitmore, ils trouvèrent dans son téléphone des échanges avec un certain Marcus R., le revendeur suspect, mentionnant des moyens alternatifs de récupérer les chiots. L'affaire prit aussitôt une tournure plus grave. Les autorités décidèrent alors de placer les chiots sous surveillance renforcée. Mais surtout, elles autorisèrent Max à reprendre officiellement du service en tant que chien de garde certifié en collaboration avec le bureau du shérif. Ce fut Harold qui lui remit son nouvel insigne. « Une dernière mission, mon vieux » murmura-t-il en le caressant. Max, comme s'il comprenait, redressa les oreilles, puis se tourna vers la rue. Cette nuit-là, Emma eut du mal à dormir. La tension était palpable. Mais Max était là, posté devant la porte, alerte. Il ne bougea pas de toute la nuit. Et au petit matin, quand les policiers découvrirent des empreintes suspectes près de la clôture, ils surent qu'il avait bien fait de rester en veille. Une enquête plus large fut ouverte sur le trafic d'animaux dans l'État et plusieurs arrestations eurent lieu dans les jours suivants. Richard Whitmore fut inculpé pour complicité dans une tentative d'enlèvement d'animaux placés sous protection judiciaire. Dans tout cela, Max ne chercha jamais les projecteurs. Il n'aboie pas de victoire, il ne réclame pas de médaille, il retourne simplement dans la cour, s'assied au milieu des chiots et veille. Alors que l'enquête s'élargissait, l'histoire de Max prit un nouveau tournant inattendu. Une chaîne télévisée nationale, The Beacon Network, contacta les Peterson pour leur proposer une entrevue dans une émission spéciale consacrée aux héros oubliés. Thomas était réticent, il ne voulait pas exposer davantage leur famille. Mais ce fut Caroline qui répondit, d'un ton calme mais ferme, « Ce chien a été oublié trop longtemps. Il a été abandonné 2 fois, une fois par l'armée, une fois par le système. Il est temps que quelqu'un le reconnaisse pour ce qu'il est. » Le jour de l'interview, un van de production arriva devant la maison. Des caméras furent installées dans le jardin. La journaliste, une certaine Olivia Mathers, salua Max comme on salue un officier de haut rang. « J'ai couvert des conflits, j'ai vu des soldats décorés. Mais jamais je n'ai rencontré un vétéran à 4 pattes avec une telle présence. Ce chien impose le respect. » Pendant près d'1 heure, la famille raconta toute l'histoire. La découverte des chiots, la réaction de Max, le procès, les menaces. Puis Emma parla de son lien avec lui, de ce qu'il lui avait appris. Avant lui, je pensais que j'étais fragile. Maintenant, je sais que la force, c'est aussi dans le silence, dans la loyauté. Max m'a appris à ne jamais détourner les yeux. Le reportage fit un véritable raz-de-marée. Partagé des millions de fois, il devint viral en quelques heures. Des vétérans du pays entier reconnurent le nom de Valiant. L'ancien commandant du bataillon K9 de Fort Wallace, le colonel Jeffrey Lutz, envoya une lettre publique dans laquelle il s'excusait au nom de l'institution pour l'oubli administratif qui avait mené à la disparition de Max. Ce chien aurait dû vivre ses jours dans la dignité et le confort. Qu'il soit aujourd'hui un symbole de résilience, d'amour et de protection, nous honore autant que cela nous oblige. Mais ce ne fut pas tout. Grâce à la médiatisation de l'affaire, plusieurs autres cas similaires émergèrent. Des chiens militaires abandonnés, des animaux de travail mis à la retraite sans suivi, parfois sans même être identifiés. Une proposition de loi fut déposée à l'Assemblée de l'État de l'Oregon, la loi Max, visant à garantir un suivi post-service pour tous les animaux ayant servi dans l'armée ou la police, avec obligation de traçabilité et de placement prioritaire chez des familles certifiées. Emma fut invitée à témoigner. Et Max, il marcha dans les couloirs de la législature avec un calme absolu, entouré de caméras et de sénateurs. Il ne fléchit pas, comme s'il avait toujours su qu'un jour, ce moment viendrait. Pendant ce temps, les chiots grandissaient vite, trop vite, aux yeux d'Emma. Ils couraient déjà plus vite qu'avant, sautaient de plus haut, exploraient de plus en plus loin. Un soir, en les observant, elle dit à Max « Tu sais, un jour ils partiront. On leur trouvera des familles. C'est ce qu'on doit faire, pas vrai ?» Max ne répondit pas, évidemment. Mais il s'approcha d'elle, posa sa tête contre sa jambe et soupira longuement, comme pour dire « oui », mais pas tout de suite. Les premières demandes d'adoption ne tardèrent pas. Le vétérinaire local, la docteure Annan, aida à sélectionner les candidatures. Tous les candidats furent rigoureusement vérifiés. Il était hors de question de laisser ces chiots à n'importe qui. Finalement, les premières décisions furent prises. Scoot irait vivre avec un ancien maître chien dans les montagnes de l'Oregon.
Daisy rejoindrait une institutrice à la retraite qui avait perdu son propre chien l'année précédente. Bruno serait le compagnon d'un jeune garçon autiste dont la mère avait vu l'émission sur Max. Et pour chacun d'eux, une promesse fut faite. La famille Peterson resterait en contact. Ils auraient des nouvelles. Ils pourraient venir rendre visite. Mais Emma, elle, avait du mal à se faire à l'idée. Le jour du départ de Scout, elle resta des heures dans sa chambre, les bras autour de Max. « C'est trop tôt, Max, il n'est pas prêt. » Le chien silencieux leva les yeux vers elle, puis il se leva, descendit les escaliers et alla s'asseoir à côté de Scout, qui attendait sur le perron. Il le lécha une dernière fois, puis recula d'un pas. C'était son adieu. Emma comprit. « Tu as raison, il faut les laisser partir, parce que c'est ce que tu nous as appris. Protéger, oui, mais aussi libérer. » Elle accompagna Scout jusqu'au portail, les yeux embués de larmes, mais la tête haute. Petit à petit, les chiots trouvèrent leur nouvelle maison. River, Chance, Penny, chacun d'eux était désormais prêt à affronter le monde avec un peu de Max dans leur cœur. Seule Bella resta, trop fragile encore, trop traumatisée. Elle n'aboyait jamais, ne mangeait que lorsqu'Emma ou Caroline restaient auprès d'elle. Et Max veillait sur elle avec une douceur infinie, comme s'il savait qu'elle avait été abîmée plus profondément que les autres. Une nuit d'orage, alors que la foudre zébrait le ciel et que le tonnerre grondait sur la campagne, Bella se mit à trembler. Max s'approcha, se coucha contre elle et posa sa tête sur la sienne. Le matin venu, elle mangea sans aide et quelques jours plus tard, elle joua, pour la première fois. Ce fut alors qu'un appel changea à nouveau leur quotidien. L'armée avait approuvé une demande exceptionnelle. Max, alias Valiant, serait officiellement honoré lors d'une cérémonie militaire en présence des anciens de son unité. « Nous avons failli l'oublier », déclara le colonel Lutz au téléphone. « Mais il est temps de réparer cela. Il est temps qu'il soit salué pour ce qu'il est, un soldat, un vétéran. Et un exemple, la cérémonie eut lieu un matin clair de novembre sur la base de Camp Warren, une installation militaire historique située à 2 heures de Cotton Ridge. Les Peterson firent le trajet au lever du jour, accompagnés d'Emma, de Max et de Bella. La seule des chiots encore à la maison. À leur arrivée, une haie d'honneur composée de soldats en uniforme les attendait. Et au bout de cette haie, un pupitre dressé devant le drapeau américain flottant au vent. Max ne semblait ni nerveux ni excité. Il marchait à côté d'Emma avec la même détermination que lors de leur promenade du soir. Mais ses oreilles étaient droites, son port de tête majestueux. Il savait. Il comprenait que ce jour lui appartenait. Le colonel Lutz prit la parole devant les troupes, les vétérans invités et les quelques caméras autorisées à filmer l'événement. Aujourd'hui, nous honorons un soldat dont le service dépasse de loin les critères habituels. Valiant a été un héros sur le terrain. Mais c'est en dehors du champ de bataille qu'il a accompli sa plus grande mission, en sauvant ses chiots, en protégeant cette communauté, en incarnant la loyauté jusqu'au bout. Il a fait bien plus que remplir son devoir. Il a rappelé à chacun d'entre nous ce que signifie réellement servir. Le silence s'installa tandis qu'un sergent apportait une médaille gravée, spécialement conçue pour Max, pour bravoure exceptionnelle en service post-opérationnel. À Max, vétéran gardien guérisseur. Le colonel la fixa à son collier, puis s'agenouilla pour poser une main sur sa tête. « Merci, soldat !» Emma avait les larmes aux yeux. Elle tenait Bella dans ses bras, qui ne tremblait plus. Max, lui, ne bougea pas d'un poil. Il regardait le colonel droit dans les yeux, comme s'il lui rendait le salut. Un officier dans la foule leva le poing en signe de respect. D'autres le suivirent. L'émotion était palpable. De retour à Cotton Ridge, les hommages continuèrent d'affluer. Le conseil municipal vota à l'unanimité pour faire de Max le premier animal officiellement reconnu comme citoyen d'honneur de la ville. Une fresque fut peinte sur le mur de la clinique vétérinaire. Max entouré des 6 chiots, le regard tourné vers un horizon doré. À côté, une citation d'Emma. « Il ne m'a pas sauvé une fois, il me sauve un peu plus chaque jour. » Mais malgré tout cet honneur, Max ne changea pas. Chaque matin, il faisait son tour de garde autour de la maison. Chaque soir, il s'installait à côté du lit d'Emma. Il n'aimait pas les projecteurs ni les accolades en public. Ce qu'il aimait, c'était entendre Penny japper dans un message vocal, voir Scout revenir le week-end avec son nouveau maître, et sentir Bella s'endormir paisiblement sans cauchemar. Un jour, alors qu'il somnolait sous le porche, une lettre arriva. Elle était envoyée depuis l'Arizona par un homme nommé Gordon Tate. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, j'étais d'actif dans le 22e régiment. J'ai servi avec Valiant sur 2 missions. Je l'ai cru mort. Quand j'ai vu ce reportage, j'ai pleuré.
Est-ce que je pourrais venir lui dire au revoir? Le courrier fut lu à voix haute dans le salon. Thomas regarda Max qui tourna la tête vers lui comme s'il avait entendu ce nom depuis longtemps. Quelques jours plus tard, Gordon arriva. Un homme massif, aux cheveux poivre et sel, avec une canne en métal. Il descendit lentement de sa voiture, puis s'arrêta net en voyant Max. Le chien resta figé une seconde, puis s'avança doucement. Gordon s'agenouilla tant bien que mal et serra sa tête dans ses bras. « Mon frère, tu es vivant, tu es vivant. » Ils restèrent ainsi longtemps. Emma regardait la scène en silence, les larmes coulant sur ses joues. Gordon resta 2 jours, dormant sur le canapé, partageant des souvenirs de combat, des histoires d'opérations et des moments que Max semblait parfois revivre en silence. « Il n'a jamais abandonné personne, dit Gordon à Thomas, même quand les choses tournaient mal, même quand tout le monde fuyait, il restait. » Avant de repartir, Gordon tendit à Emma une vieille photo froissée. Max, jeune, le museau couvert de sable, assis entre 2 soldats couverts de poussière. « Tu dois la garder, dit-il. C'est une partie de lui, une partie de toi, maintenant. » Mais toutes les histoires ont leur hiver, et celui-ci s'annonçait rude. Max commença à ralentir. Ses pas devinrent de plus lourds, ses siestes plus longues. Le vétérinaire confirma ce que tous redoutaient, l'âge, les blessures anciennes, le stress accumulé. Son corps commençait à céder. « Il n'a plus mal, rassura la docteure Anand. Il est si fatigué, mais il est apaisé. Il sait qu'il a accompli sa mission. » Emma ne le quitta plus. Elle resta des nuits entières à ses côtés. Lui lisait à voix basse, lui chantait même des berceuses. Bella restait souvent collée contre lui. Et un matin, alors que la lumière dorée du soleil perçait les rideaux, Max s'endormit, paisiblement, le cœur encore battant d'amour. Ce matin-là, la maison était étrangement silencieuse. Pas un aboiement, pas un mouvement dans le jardin. Emma était restée là, assise à côté de Max, la main posée sur son flanc immobile. Le monde semblait s'être arrêté, comme pour lui permettre de dire au revoir dans la dignité. Les premières larmes ne vinrent pas tout de suite. Ce fut d'abord un vide, un froid inhabituel dans la pièce malgré le soleil. Puis, en voyant Bella renifler doucement le museau de Max avant de se coucher contre lui une dernière fois, Emma craqua. Les sanglots qu'elle avait contenus pendant des semaines sortirent d'un seul coup, bruts, profonds, déchirants. Caroline la rejoignit et l'enlaça en silence. Thomas appela Harold, puis la vétérinaire, puis la mairie. Mais ce fut Emma qui insista pour que Max reçoive des funérailles. Pas un enterrement anonyme, pas une simple plaque. Elle voulait une cérémonie. Un adieu à la hauteur de tout ce qu'il avait donné. Et rapidement, la nouvelle se propagea. Des lettres affluèrent de tout le pays. Des vétérans, des maîtres chiens, des familles ayant adopté des chiots issus du sauvetage. Chacun voulait rendre hommage à Max. 3 jours plus tard, dans le parc central de Cotton Ridge, un espace fut aménagé. Des drapeaux, des bancs, une estrade simple avec un pupitre. Emma prit la parole la première. Sa voix était fragile, mais chaque mot résonnait comme une promesse. Max m'a sauvé, pas seulement d'un danger. Il m'a sauvé de la peur, du doute, de cette impression que le monde était trop dur pour quelqu'un comme moi. Il ne parlait pas, mais il écoutait. Il ne jugeait jamais. Il avançait toujours, même blessé. Max n'était pas un chien. Il était un exemple. Puis ce fut au tour de Gordon Tate, revenu spécialement pour l'occasion. Dans ma vie, j'ai vu des soldats abandonnés. Max, lui, n'a jamais détourné le regard. Quand j'étais au sol, c'est lui qui m'a ramené en rampant sur 2 kilomètres. Il m'a sauvé. Et ce qu'il a fait ici, dans cette ville, prouve que son courage ne dépendait pas d'un uniforme. C'était dans son sang. Harold, ému comme jamais, remit officiellement à la famille une médaille posthume, frappée du sceau de l'unité K9. Vous avez accueilli un soldat oublié. Vous l'avez aimé, compris, soigné, et il vous a protégé comme il l'a toujours fait. Au nom de tous ceux qu'il a sauvés, merci. Enfin, le maire annonça la création du parc Max Peterson, une zone protégée où tous les chiens, jeunes ou vieux, pourraient courir librement, jouer, guérir. Une stèle fut érigée à l'entrée, gravée d'un simple texte. Il n'a jamais cherché la gloire, il a juste fait ce qui était juste. À Max, le chien qui nous a rendus meilleurs. Les jours suivants furent marqués par un mélange étrange de chagrin et de paix. La maison paraissait vide, sans Max, mais son absence n'était pas un vide douloureux. C'était une présence discrète, persistante, presque réconfortante. Emma disait parfois, en regardant le jardin, « Je crois qu'il est encore là, juste là, sous le vieux chêne. Il veille. » Bella, qui avait tant changé depuis son arrivée, semblait elle aussi porter une part de l'héritage de Max.
Elle se mettait instinctivement à surveiller les entrées, à réconforter Emma les jours de doute, et un soir, en revenant de l'école, Emma sourit en la voyant assise sur le perron, droite, immobile. « Tu sais quoi? Tu marches comme lui. » Puis elle se pencha et l'enlaça. « Mais tu es toi. Et maintenant, c'est à ton tour. » Ce fut donc sans surprise que quelques semaines plus tard, la famille décida d'adopter officiellement Bella. Un acte symbolique, oui, mais aussi une façon d'honorer Max, de continuer ce qu'il avait commencé. Le jour de l'adoption, Emma noua au collier de Bella une petite breloque argentée. Elle avait fait graver dessus « Pour Max », pour ce qu'il m'a appris. À la rentrée suivante, Emma, désormais plus confiante, décida de lancer un projet scolaire autour des chiens de service. Elle intervint dans plusieurs classes, accompagnée de Bella pour parler de l'importance de l'éducation, de la protection animale et du respect envers les animaux ayant servi. Ce fut un succès. Une école voisine invita même Emma à organiser une exposition en l'honneur des chiens héros. Elle la nomma « Le silence qui protège », en hommage à la discrétion de Max et à sa force tranquille. Puis un jour, un courrier arriva de la commission d'histoire de l'Oregon. Ils souhaitaient inclure Max dans leur programme officiel de commémoration des figures civiles d'exception. Ce qu'il a fait transcende les frontières entre humains et animaux. Max a incarné, mieux que beaucoup d'hommes, les valeurs de courage, d'altruisme et de sacrifice. Il mérite sa place dans notre mémoire collective. La famille accepta. Et quelques mois plus tard, au musée de Salem, une section fut inaugurée. On y retrouva une réplique de son harnais, la médaille remise par le colonel Lutz, la photo donnée par Gordon et des extraits du carnet d'Emma. Le tout entouré d'une installation sonore, le témoignage d'Emma enregistré pour l'occasion. Elle y racontait d'une voix douce l'histoire de Max depuis ce jour étrange où il avait volé un chiot jusqu'à sa dernière nuit, paisible, à la maison. Et au cœur de tout cela, une phrase gravée en lettres d'or sur le mur principal, « Il n'a pas été sauvé. Il nous a tous sauvés. » L'hiver suivant fut doux à Cotton Ridge. Pas de tempête, pas d'incident majeur. Mais dans les cœurs, le souvenir de Max restait brûlant. Il n'était plus là physiquement, mais tout dans la ville semblait porter sa trace. Les enfants jouaient dans le parc qui portait son nom. Une petite plaque accrochée à la façade du centre vétérinaire rappelait son courage, et Bella, désormais grande et vive, poursuivait son œuvre avec un naturel troublant. Un matin, Emma se leva avec une idée. Elle avait grandi, changé. Et elle sentait au fond d'elle que ce n'était que le début. Assise à son bureau, elle ouvrit un nouveau cahier et commença à écrire une lettre. Pas à un ami, ni à un professeur, à Max. « Tu me manques, mais je ne suis plus seule, je suis devenue différente, plus forte, parce que tu m'as regardée comme personne ne l'avait jamais fait. Parce que tu es resté, même quand j'étais brisée. Je vais faire quelque chose, Max, quelque chose de grand, et ce sera grâce à toi. » Quelques semaines plus tard, son école reçut une invitation inattendue. La Fondation Trenton pour la défense animale organisait un concours national de projets citoyens. Le thème « Comment un animal a changé votre communauté ?» Emma, soutenue par ses enseignants, prépara une présentation. Vidéos, témoignages, photos des chiots, extraits du procès. Tout y était, mais plus que tout, il y avait ces mots. « Max n'a pas seulement changé ma vie. Il a transformé une ville. Il a révélé la vérité là où il y avait le mensonge. Il a sauvé ceux qu'on voulait cacher. Il a offert du sens là où il n'y avait plus rien. Il a été soldat, juge, ami, gardien. Et même après sa mort, il continue d'enseigner. » La présentation fut un triomphe. Emma remporta le concours. Mais au-delà du trophée, ce fut la réaction du public qui marqua les esprits. Des centaines de personnes, parfois venues de loin, vinrent la féliciter, touchées en plein cœur. Certains lui confièrent de leurs propres histoires, leurs pertes, leurs espoirs. Une femme âgée, les yeux embués, lui murmura « Ce chien m'a redonné foi en l'humanité ». Grâce à cette reconnaissance, la Fondation proposa de financer un programme local nommé « Pattes sur le cœur » pour former d'anciens chiens de travail à devenir des compagnons thérapeutiques dans les hôpitaux, les foyers pour enfants ou les maisons de retraite. Et devine qui devint la première ambassadrice officielle du programme. Bella. Elle fut certifiée après plusieurs mois d'accompagnement et commença à visiter les hôpitaux de la région. Là-bas, les enfants malades s'émerveillaient de sa douceur. Les anciens soldats, silencieux, retrouvaient un peu de lumière dans leur regard en caressant sa tête. Et Emma, souvent à ses côtés, racontait toujours un peu de Max, pas pour glorifier, pas pour se souvenir, mais pour transmettre. Dans une petite salle de repos d'un centre pour anciens combattants, un vieil homme aux yeux pâles et à la voix tremblante saisit un jour la main d'Emma. « Vous ne le savez pas encore, mais votre chien
Il a fait plus pour la paix que bien des discours. C'était ça finalement. Max n'avait pas simplement sauvé des chiots. Il avait semé quelque chose dans les cœurs, le courage d'agir, même quand tout semble perdu. L'instinct de protéger même sans y être obligé. La capacité à aimer même après les blessures. Et ce n'était pas terminé. Un réalisateur de documentaires indépendants, touché par l'histoire, contacta les Peterson pour adapter le parcours de Max en un film. Emma hésita. Elle avait peur que cela dénature sa mémoire. Mais après de longues discussions, elle accepta, à une condition, que ce soit Emma elle-même qui raconte, sa voix, son regard, et surtout que le film s'ouvre sur une scène simple. Un chien qui, sous un soleil brûlant, s'approche d'une cour poussiéreuse et prend doucement un chiot dans sa gueule. « Commencez par là, dit-elle, parce que c'est là que tout a changé. » Pendant la production du film, la famille fut consultée sur chaque détail. Et lorsque le premier montage fut prêt, une projection privée fut organisée dans la salle municipale de Cotton Ridge. Ce soir-là, les bancs étaient despleins. Anciens élèves, voisins, soldats, vétérinaires, inconnus, tous étaient venus. Et quand la lumière s'éteignit, que la première image apparut à l'écran, un silence sacré s'installa. Max y était, dans chaque plan, dans chaque regard, dans chaque battement de cœur du récit. Le film ne trichait pas. Il racontait l'essentiel, la vérité d'un chien qui n'a jamais abandonné. À la fin, personne ne bougea. Puis une jeune femme dans le fond se leva, les yeux rouges. « Merci, merci de nous l'avoir fait connaître. » Et tout le monde applaudit, longtemps, comme pour dire à Max, où qu'il soit, tu n'as pas été oublié. Le film devint un modeste phénomène. Pas une super production, non, mais un de ces récits qui circulent par le bouche à oreille, qu'on regarde dans une salle de classe, qu'un vétérinaire montre à ses stagiaires, qu'un enfant malade regarde sur une tablette pendant sa chimiothérapie. Il n'y avait pas d'explosion, pas de scène spectaculaire, juste la vérité, celle d'un chien ordinaire qui avait fait quelque chose d'extraordinaire. Et avec le film, des lettres recommencèrent à affluer. Certaines venèrent de très loin, du Canada, de l'Australie, même du Japon. Des enfants dessinaient Max avec une cape ou entouré de chiots. Des adultes écrivaient pour dire qu'ils avaient repris leurs études, adopté un animal, pardonné à quelqu'un. À travers les mots simples qu'on lit entre les lignes, une chose revenait toujours. Il m'a donné envie d'être meilleur. Emma tenait un carnet dans lequel elle collait chaque lettre, chaque dessin, chaque témoignage. Elle l'appelait le livre de Max. Un jour, elle l'offrirait à ses propres enfants. Elle leur raconterait tout, la peur du début, l'incompréhension, puis la confiance, la complicité, la mission. Elle leur montrerait les crocs usés, les cicatrices, le regard intense de ce chien qui n'aboyait presque jamais, mais qui, d'un seul geste, d'un seul regard, pouvait tout dire. Les années passèrent, Emma grandit, devint une jeune femme forte, engagée. Elle entra dans une école de médecine vétérinaire, convaincue que c'était sa voie. Pas pour sauver tous les animaux, mais pour rendre, à sa manière, ce qu'on lui avait offert. Bella vieillit elle aussi. Elle devint plus lente, plus calme, mais jusqu'au bout, elle resta fidèle à sa mission. Quand elle s'éteignit à son tour, par une nuit calme de printemps, Emma fut là, et elle sut quoi dire. Elle caressa sa tête, ferma ses yeux, et murmura « Va le retrouver. Dis-lui que je continue. » Ce soir-là, dans le ciel de Cotton Ridge, on aurait juré que 2 étoiles brillaient un peu plus fort que les autres. Et dans le cœur d'Emma, une certitude vibrait à chaque battement. Max n'était jamais parti. Il avait simplement laissé sa trace, dans le monde, dans les autres, et surtout en elle. Des années plus tard, devenue vétérinaire, Emma ouvrit une clinique portant un nom simple, Valiant Compagnon, en lettres sobres, au-dessus de la porte, une devise. Pour ceux qui restent, quand tout le monde fuit. Ce lieu n'était pas qu'un cabinet, c'était un refuge, un sanctuaire, un endroit où les chiens blessés, rejetés, oubliés, pouvaient se guérir, apprendre à faire confiance, être aimés. Là, au mur, trônait un portrait de Max, pas une photo, une peinture réalisée par une artiste locale. Max y était représenté de profil, son regard fixé vers l'horizon, le vent dans son pelage. Et chaque matin, en ouvrant la porte, Emma le saluait en silence. Car elle savait que tout avait commencé ce jour-là, dans une chaleur étouffante, quand un chien inconnu avait traversé la poussière pour sauver un chiot. Il n'avait rien demandé, il n'avait rien expliqué, il avait simplement agi. Et ce geste simple et immense avait changé le monde. Peut-être que, quelque part, un autre chien marche dans la poussière en ce moment même. Peut-être qu'il suit son instinct, son cœur, qu'il n'a pas de médaille, pas de titre, mais qu'il fait en silence ce que Max avait toujours fait. Protéger, veiller, aimer.
Et peut-être que dans quelques années, une autre Emma racontera cette histoire, et que nous l'écouterons, les larmes aux yeux, en nous rappelant ce que peut accomplir un seul chien, quand il choisit de ne jamais abandonner.